Donc, bonjour à toutes et à tous. Catherine Niotic-Delattre et moi-même avons été sollicités pour couvrir de façon très généraliste le thème de cette journée et en réaliser une sorte d'introduction à la fois cadrante et stimulante pour la suite des travaux et des ateliers. On s'est réparti, enfin on nous a proposé de nous répartir cette intervention en 3 parties. L'une que je vais assumer pour commencer, qui est une introduction générale de la notion de coéducation. De quoi parle-t-on quand on parle de coéducation? Une deuxième partie qui sera plus longue et assumée par Catherine à côté de moi, qui concernera plus spécifiquement la coéducation dans le champ scolaire, et tout particulièrement, non peut-être pas particulièrement avec les ados, si, au collège. Avec les ados. Et j'interviendrai dans un 3e temps pour voir et ouvrir avec vous l'hypothèse que l'âge de l'adolescence, en tout cas des 11-15 ans, serait particulièrement propice pour que la démarche coéducative soit au service d'objectifs de bien-être ou mieux-être, de bien apprendre ou mieux apprendre. La coéducation est un sujet qui me rend prolixe, donc il faut que je me contrôle. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis une bonne vingtaine d'années. Donc je ne vais pas passer mon temps à me présenter, puisque c'est déjà fait sur le programme. L'essentiel est dit. Je suis à la fois un ancien pédopsychiatre de service public, et puis ayant travaillé comme chargé de mission auprès de différents ministères, départements et villes, grandes villes notamment, j'ai désormais continué à développer une activité de consultant et de formateur, en particulier dans le domaine des politiques éducatives locales. Depuis donc une bonne vingtaine d'années que je travaille sur le thème et les applications du thème de la coéducation, je reviens toujours à une définition que j'ai trouvée dans le Larousse du XXe siècle, en 10 volumes, édition 1928. C'est sans doute parce que ce legs m'a été transmis par mon grand-père que j'y accorde une importance particulière, mais pas seulement, parce que quand on feuillette cette encyclopédie, on y trouve une définition de coéduquer qui me convient toujours, 20 ans après, et qui dit « coéduquer, c'est donner ou recevoir une éducation en commun ». Et je trouve que tout est dit, ou à peu près. D'abord le caractère transitif de l'éducation, on donne, on reçoit, on éduque quelqu'un, on est éduqué par quelqu'un, mais c'est un mécanisme, c'est un mouvement, c'est une circulation. Et puis en commun. En commun, ça laisse entendre que l'éducation serait un bien commun, comme la santé, comme l'eau, comme l'énergie. Et que par conséquent ce serait un domaine de l'activité humaine qui serait prémuni des logiques marchandes ou de concurrence ou d'appropriation privée. Et puis cette mise en commun elle laisse entendre une certaine générosité initiale des acteurs, c'est-à-dire ils acceptent de mettre en commun les ressources éducatives dont ils disposent, quitte, et c'est un débat que nous avons avec Catherine qui est très enrichissant actuellement, quitte à ce que cette mise en commun donne lieu ensuite à un partage des ressources mises en commun. Mais qui dit partage dit une certaine hiérarchisation de qui fait quoi. Qui opère le partage. C'est certainement nécessaire de partager les ressources éducatives à un moment donné, mais les mettre en commun d'abord, c'est un enjeu, et d'ailleurs qui a été souligné dès l'introduction de cette journée tout à l'heure. Donc, ce que je veux dire aussi par là, c'est que cette mise en commun, c'est pas qui donne à la coéducation cette dynamique très particulière, généreuse et collective. C'est pas un objectif en soi, c'est pas une injonction, encore moins à y recourir. On va pas prescrire la coéducation. C'est plutôt une démarche volontaire, même si c'est une démarche qu'on peut encourager. C'est une dynamique partagée des acteurs, entre les acteurs. C'est une recherche de cohérence plutôt que de coalition entre ces acteurs.
C'est aussi un ensemble de postures mutuelles qui rend possible la démarche coéducative. Bref, c'est un état d'esprit. Alors, vous allez me dire, comme définition, c'est pas très précis, sauf que dans un premier temps, j'arrive pas à dire autre chose que ça. C'est un état d'esprit. C'est en tout cas un processus et non pas une procédure. C'est aussi une éthique couplée à une exigence de méthodologie, mais souvent dans ces domaines-là, la méthodologie et l'éthique, c'est pratiquement synonyme. Surtout, c'est une démarche qui est applicable à la fois à l'échelle des familles, on peut coéduquer en famille, à l'échelle d'une institution ou d'une structure éducative, et on pense souvent à l'école dans ce cas-là, mais pensons aussi aux crèches, à d'autres structures éducatives, et puis c'est aussi valable à l'échelle d'un territoire. Et j'en dirai un mot en conclusion. En outre, cette fédération d'un grand nombre d'acteurs dans une démarche de coéducation, elle dit quelque chose d'une évolution qu'on peut encourager et souhaiter, qui est une évolution qui va dans le sens de la démocratisation des relations éducatives entre les différents acteurs de l'éducation. Et au sein ou entre les différents espaces-temps de l'éducation. Alors, tout ça, c'est des généralités, hein, c'est un peu abstrait, mais alors maintenant, je vais vous dire que si on se place à hauteur d'enfant, ce que je viens de vous dire, ça devient très concret. À hauteur d'enfant, si on veut identifier quels sont les principaux acteurs de la coéducation, eh bien, il suffit de voir qui sont ceux que l'enfant va rencontrer du matin au soir, du lundi au dimanche, de janvier à décembre, ou de septembre à septembre, ça dépend comment on compte l'année, et puis de 0 à 18 ans en réalité. Quelles sont toutes ces personnes qui vont contribuer à moi ce que je distingue comme 6 grandes fonctions de l'éducation, qui sont la protection d'abord, la socialisation, la transmission, l'instruction, la formation et puis l'émancipation. Qui sont les personnes que l'enfant rencontre à ce titre-là, et vous allez voir que d'emblée ça fait beaucoup de monde. Les parents, la famille élargie, le voisinage, le quartier ou le village. On dit souvent il faut tout un village, moi je dis aussi maintenant c'est surtout il faut tout un quartier pour élever les enfants, hein, quand on reprend ce proverbe wolof. Ce sont aussi tous les professionnels, et je ne vais pas faire la liste de tous les professionnels de l'éducation, hein, qui vont du professeur des écoles au chauffeur de car scolaire, qui vont de l'agent de la restauration scolaire à l'animateur du centre de loisirs, etc. etc. Et puis, ce sont les associations qui interviennent sur les différents temps de vie de l'enfant, ce sont les élus locaux qui déterminent une politique publique qui va conditionner le potentiel coéducatif du territoire de vie des enfants et des familles. À l'évidence, les parents sont les pivots de l'ensemble de ces interventions éducatives qui sont menées auprès de l'enfant et à hauteur d'enfant. Il n'en reste pas moins que ces différents acteurs de la possible coéducation n'interviennent pas de la même façon ni avec les mêmes références. Par exemple, on parle souvent de coopération pédagogique, et c'est heureux, mais la pédagogie, c'est un domaine très particulier de l'éducation, c'est plutôt le domaine de ce qu'on appelle l'éducation formelle. L'éducation qui s'organise en fonction de programmes, et notamment dans les institutions. J'ai évoqué les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les centres de formation des apprentis, etc. Tout ce qui aussi contribue à la formation professionnelle, qui correspond à un programme et qui doit être formalisé comme tel, l'éducation formelle. Mais on distingue, à côté de cette éducation qui nécessite une structuration pédagogique, aussi de nombreuses interventions éducatives qui sont celles lors de l'informel, hein, celles qui sont assurées notamment par la famille, les réseaux sociaux des familles, le voisinage, et puis une éducation qui est dite peut-être injustement non formelle, qui est en gros l'éducation pendant les temps libres, et qui est souvent portée par les animateurs socioculturels, le secteur associatif, et qu'on le dise non formel, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de forme, ça veut dire que les programmes sont moins structurants, moins structurés, moins directifs que dans le champ de l'éducation formelle.
Et donc, l'approche coéducative par rapport à ces trois grands secteurs de l'éducation, elle vise à garantir un maximum de cohérence entre ces différents secteurs de l'éducation. Je dirais plus de cohérence que de continuité, peut-être, qui me semble souvent illusoire et notamment pour les adolescents, pas forcément souhaitable, et j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, mais il ne faudrait pas oublier des acteurs importants. Je me remets à hauteur d'enfants ou de jeunes, qui sont les enfants et les jeunes eux-mêmes, en tant que potentiels ou effectifs coéducateurs, à condition qu'on leur laisse la possibilité de sortir de relations de compétition entre eux, qui sont souvent encouragées de façon un peu absurde et en tout cas souvent peu favorable à ce que vous avez appelé le climat scolaire. Mais la compétition, elle peut aussi exister dans les associations sportives, mais elle va être présentée autrement. Parce que votre lapsus sur climat social et climat scolaire, il n'est pas anodin. Il dit bien que ce qui se prépare dans le climat scolaire, d'une certaine façon, anticipe par peut-être métonymie ce qui pourrait se passer dans le climat social. Donc la compétition entre les enfants, il faut être très prudent quand on l'utilise comme un moteur éducatif. En tout cas, je ne sais pas ce qu'en pensera Catherine, mais c'est mon point de vue de non-enseignant. Alors qu'incliné à la coopération, mais comme Catherine est aussi enseignante du côté des frénétiques, elle nous dira simplement, certainement tout le bien qu'elle pense de la coopération entre enfants et entre jeunes. Moi, je dirais simplement que cette coopération, en tout cas, ce potentiel coéducatif des jeunes, il n'est pas non plus spontané, qu'il faut aussi pouvoir l'accueillir, avoir une vision bienveillante de sa réalité, de son effectivité, et puis savoir aussi l'accompagner, l'encourager, et certainement faut-il avoir de la méthode pour cela et être formé un peu. Ça ne s'improvise pas d'accompagner un groupe de jeunes dans une construction institutionnelle ou même associative et collective. Bref, j'insiste aussi sur la coopération et sur le rôle coéducatif des enfants et des jeunes parce que c'est devenu un des aspects par lesquels on peut rendre concret et tangible des évolutions importantes dans le droit. La Convention internationale des droits de l'enfant, et notamment son article 12, qui stipule que les enfants ont le droit de donner leur point de vue sur les décisions qui les concernent et de voir ces points de vue pris en considération selon leur âge et leur degré de discernement. Et cette disposition d'ordre général de la Convention internationale des droits de l'enfant, elle est retransmise dans le Code civil pour décrire en l'article 375.1 ce qu'il en est de l'autorité parentale, où il est dit que les parents associent les enfants aux décisions qui les concernent selon leur âge et leur degré de maturité. Par là, on voit bien qu'au moins dans l'espace familial, le législateur a prévu qu'une certaine démarche coéducative était devenue la norme. Je dois dire qu'il n'y a que dans l'espace familial que le législateur envisageait ça. Dans l'espace scolaire et dans d'autres espaces de décision de politique publique, l'enfant n'est pas encore reconnu comme un partenaire qui donne son point de vue et qui voit celui-ci pris en considération, mais c'est la tendance. C'est la tendance, en tout cas, affirmée par la Convention des droits de l'enfant. Je vais peut-être laisser tomber un peu ce que je voulais dire sur ce que nous a appris le confinement en matière de coéducation. On y reviendra peut-être dans l'échange tout à l'heure. Simplement pour dire que il me semble qu'on a eu, avec le mot d'ordre ou l'intitulé, le dispositif « Ma classe à la maison », quelque chose qui était un peu à la fois une contre-vérité et un facteur de scotomisation. Et que, je veux dire, c'est la face, c'est le recto de la coéducation qu'on a vu là, puisqu'on a pu laisser croire aux enfants qu'il était possible que la classe soit à la maison, alors que même le groupe classe était éclaté en de multiples écrans. Et que toute la dynamique, justement, coopérative, coéducative potentielle d'un groupe classe était, par définition, émiettée. Je ne dis pas qu'elle était absente, mais elle était émiettée. Donc, parler de ma classe à la maison, c'est un peu... voilà, c'est du slogan publicitaire, pour moi. D'autant que la classe, c'est loin d'être toute l'éducation. Donc, à la maison, il se passait tout.
Il se passait pour les parents la vie professionnelle, la vie conjugale, la vie familiale, le suivi des prescriptions scolaires, et tout le reste. Parce que la classe, ça ne dure que 864 heures par an, d'après le programme. 36 jours multipliés par 24 heures. Multiplié par 24 heures. Si vous divisez par 365 jours de 24 heures, vous allez réaliser que l'enfant, à l'âge de l'école primaire, ne passe que 9,6% de son temps en classe. Donc, quand bien même on dirait ma classe à la maison, ça ne concerne que 9,6% du temps. Les parents ont bien vu que les 90% du temps qui reste, c'était à eux de l'assurer. Mais comment, avec qui, seul, dans quelle approche coéducative possible? La seule coéducation possible, elle était le plus souvent entre les frères et les sœurs, et les deux parents. Donc là, on était ramené à une petite échelle de coéducation. Et c'est sur ce point que peut-être je vais insister pour conclure. Historiquement, la coéducation est née à la fin du XIXe siècle. C'était ce par quoi les pédagogues libertaires, socialistes, souvent en charge d'internat, avaient été amenés à penser et à formuler ce qui se passait justement entre les enfants et les jeunes dans les internats qu'ils animaient. Et ils avaient fait le pari que, en effet, les enfants et les jeunes étaient porteurs d'un potentiel de coéducation entre eux et qu'il fallait organiser ce potentiel. Les scouts, les mouvements scouts ont repris cette idée-là et l'ont notamment étendue à la notion de coéducation filles-garçons, qui n'allait pas de soi. Donc il y a eu un pas important qui a été franchi là, mine de rien. Et puis, on n'a plus parlé de coéducation. On en a reparlé un petit peu à la fin du XXe siècle, en tout cas en France, pour spécifier ce qu'il pouvait en être des relations entre les parents et les éducateurs de l'éducation formelle. Donc, notamment les crèches, avec les crèches parentales, etc., je passe, et puis l'école, avec la FCPE, la grande fédération de parents d'élèves, qui a été la première à parler de coéducation pour spécifier les relations parents et enseignants. Et d'une certaine façon, on en est resté là. Jusqu'à présent, on n'est pas, en tout cas dans le discours public, on n'a pas beaucoup dépassé cette idée. Alors, on retrouve dans votre titre, quand vous parlez de dialogue, moi je me suis demandé qui sont les deux du dialogue. Implicitement, tout de suite, on entend les parents et le collège. Or, dans votre introduction, vous avez dit qu'il y en a au moins 3 catégories, il y a aussi des jeunes, et puis peut-être il y en a d'autres, parce que les 90% du temps des enfants qui ne sont pas en classe, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le temps libre. Un temps devant lequel les enfants sont très inégaux, parce que la responsabilité de l'organisation est confiée d'une part aux familles, juridiquement, et puis aux collectivités locales qui, de fait, au titre de leurs compétences facultatives, organisent ou non des centres de loisirs, des ateliers du soir, des restaurations scolaires, etc., mais qui ne sont pas obligés de le faire. Donc, ces temps-là et ces acteurs-là, ils figureraient, à mon avis, aux 4 coins d'un quadrilogue, au moins. Et puis, après, on va voir qu'il y en a aussi beaucoup d'autres qui interviennent. Bref, pour l'instant, je reste là. La loi du 8 juillet 2013 de rénovation et refondation de l'école de la République, pour la première fois, c'est une loi qui émane du ministère de l'Éducation nationale, même si c'est une loi, parle de coéducation. Mais la coéducation, à ce stade-là, elle la réserve, elle est très primaro-scholaro-centrée, je dirais, elle la réserve à définir la communication à visée coopérative et voilà, de conciliation et de pacification entre les parents d'enfants en difficulté ou les parents en difficulté eux-mêmes, avec essentiellement les acteurs de l'école primaire. On n'a pas beaucoup dépassé dans le texte de loi de 2013 sur l'école de la République cette conception-là de la coéducation. Votre colloque, notre colloque, est l'occasion de s'intéresser à ce qu'il en est des adolescents et du collège. Mine de rien, c'est relativement nouveau. Alors, je n'ai rien dit pour l'instant de la bien-être, du bien-être, j'en dirai un mot tout à l'heure au sujet des adolescents. Mais je voulais juste terminer là-dessus parce que quand même, et notamment avec la récente pandémie, on aurait pu s'intéresser, il faudrait encore le faire, je pense, parce qu'il y a eu des avancées objectives, mais qu'on a du mal à cerner.
J'ai participé il y a 15 jours à un colloque à Clermont-Ferrand avec les acteurs de la réussite éducative sur effectivement ce qu'il en avait été de la continuité éducative au-delà de la seule continuité pédagogique pendant et après le confinement, le premier confinement, puis et la suite de la crise sanitaire. On a vu quand même des choses intéressantes qui sont passées, y compris avec la numérisation de l'enseignement. Il ne faut pas tout jeter à la poubelle, il y a eu des choses intéressantes, mais il faut vraiment structurer ça, et je voudrais donc vous encourager vraiment, pour conclure à ce stade, à vous intéresser, mais je pense certainement vous le faites déjà, à cette coéducation institutionnalisée que représente l'encouragement fait par cette même loi de 2013 à établir dans toutes les collectivités territoriales, en tout cas dans les villes et les intercommunalités, ce qu'on appelle des projets éducatifs de territoire, qui sont de vraies occasions pour tous les acteurs de l'éducation, et très largement, si le maire de la commune le veut bien, à débattre, mettre en commun leurs idées, leurs points de vue, leurs observations, leurs perspectives, leurs besoins, leurs attentes, pour qu'il existe, à la hauteur des enfants, une conception de l'éducation et de la coéducation qui permettent d'avoir non seulement une certaine continuité, mais surtout une réelle cohérence entre les différents acteurs de l'éducation. Ces projets éducatifs de territoire sont peu promus par l'actuel ministre de l'Éducation nationale. C'est le moins de le dire, c'est ça. Mais c'est bien dommage, et on peut espérer que ces projets éducatifs de territoire survivront à l'actuel ministre de l'Éducation nationale, ce qui permettra que la coéducation puisse se penser à la fois à l'échelle des familles, parce que ça reste d'actualité en permanence, et on l'a vu pendant le confinement, mais aussi qu'elle puisse se penser à l'échelle des territoires, avec les acteurs de proximité que vous êtes, parce qu'on a bien vu se lever des acteurs de chacun des départements de la région, et je ne doute pas qu'au niveau de vos territoires d'action, vous soyez localement intéressés à ce que la coéducation permet d'advenir en termes de bien-être, de santé, de bien apprendre et de mieux apprendre. Donc, bonjour à tous, puisque je n'ai pas encore eu l'occasion de me présenter, donc je vais commencer effectivement par le faire. Donc moi je suis Catherine Delattre, je suis de formation enseignante, j'ai travaillé pendant longtemps comme enseignante en école maternelle et élémentaire, également comme directrice d'école, comme coordinatrice également d'éducation prioritaire. Et je me suis intéressée tout au long de cette carrière effectivement à la question de la coéducation. Je m'y suis intéressée en tant qu'enseignante, bien entendu, mais également en tant que parent, accompagnant donc mes enfants dans leur parcours d'élèves de manière pas toujours facile, je dois dire. Et ce qui m'a aidée finalement à avancer, c'est de mettre ensemble ma casquette de parent et ma casquette d'enseignante, au lieu de la séparer, comme souvent les professionnels, en tout cas les enseignants, pensent que c'est en séparant qu'on va être efficace. Je veux dire que Frédéric Jésus, ici présent, m'a beaucoup aidé en écrivant que non, que chacun de nous, quand il est éducateur, était d'abord un ancien enfant. Et donc en tant qu'enfant de ses parents, il avait déjà des choses à dire, en tant qu'ancien élève aussi. Et en tant que parent, on pouvait s'autoriser à mettre ensemble les deux casquettes. Donc c'est vrai que voilà, c'est un peu le sens de mon parcours. Et également de s'autoriser à faire des liens entre la vie professionnelle et la vie associative, puisque personnellement je suis assez engagée d'un point de vue associatif dans un mouvement pédagogique. J'ai été également engagée en tant que parent à la FCPE, et également dans le soutien aux familles sans hébergement et sans papier. Et c'est pas anodin, parce que ces différents engagements associatifs permettent finalement de faire un tout avec l'engagement professionnel et parental. Voilà, donc ça c'était juste un petit détour pour vous donner un petit peu le parcours. Et ce parcours m'a amené effectivement donc à travailler avec l'Institut français de l'éducation, en tant que formatrice, en tant qu'enseignante, et finalement pour intégrer donc, cette équipe du Centre Alain Savary à l'Institut français de l'éducation. Et c'est à ce titre donc, que j'interviens aujourd'hui, mais sans oublier toutes les autres casquettes qui m'ont construite. Donc on présentera tout à l'heure dans la sous-plénière plus précisément le Centre Alain Savary. Mais ici, donc, je vais revenir à la présentation générale, compléter la présentation générale sur la coéducation, avec effectivement une focale sur le contexte scolaire, même si je souscris pleinement à ce qui vient d'être dit dans une définition beaucoup plus large de la coéducation, à la fois par rapport aux acteurs concernés et par rapport aux institutions concernées.
En même temps, même si ce n'est que 10% de son temps, le contexte scolaire est un contexte extrêmement important. Et donc là, il s'agira d'une focale sur ce contexte scolaire et sur ce que signifie la coéducation à l'intérieur de l'école. Mais avant de plonger dans le contexte scolaire, je voudrais vous faire un petit préambule. En fait, en ce moment, à Lyon, il y a un événement culturel qui s'appelle la Biennale de la danse. Et à l'intérieur de cette Biennale de la danse, il y a un lieu qui est investi, qui sont les anciennes usines Fagor, où a eu lieu la Biennale d'art contemporain il y a 2 ans. Et il se trouve que dans les usines Fagor, donc, on nous propose quelque chose qui s'appelle l'expérience Fagor, et qui est la restitution d'un certain nombre de projets réalisés avec des jeunes. Alors c'est un peu par hasard que vendredi je me suis rendue à cette biennale en ayant normalement oublié le fait qu'aujourd'hui j'allais vous voir. Et en fait tout le temps où j'étais dans cette usine Fagor, je n'ai cessé de penser à notre intervention et à la place des jeunes, effectivement. Alors je vous recommande vivement, pour ceux qui sont lyonnais, ça se termine demain, mais si jamais vous avez l'occasion de vous rendre à l'usine Fagor demain, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et donc notamment dans cette exposition finalement interactive, c'est de la danse mais c'est en même temps des vidéos, il y a donc une installation qui s'appelle Cher Futur Moi, qui est visible sur internet. Je ne vous ai pas mis le lien, mais si vous tapez Cher Futur Moi, vous trouverez les vidéos. Donc c'est un chorégraphe et un vidéaste qui ont donc pendant le confinement proposé à des jeunes de poser une caméra dans leur chambre ou dans leur maison et de s'adresser à eux-mêmes dans 10 ans. En leur disant, on va ranger ces vidéos et puis tu la regarderas dans 10 ans. Et donc, des jeunes de tout milieu, alors c'est l'âge à peu près de 14 à 20 ans, c'est un peu au-dessus de la tranche d'âge qui nous occupe aujourd'hui, voilà, se parlent à eux-mêmes et livrent quelles sont leurs interrogations, leurs doutes, leurs espoirs, ce à quoi ils croient, leurs difficultés qu'ils rencontrent. Et c'est un témoignage extrêmement bouleversant et qui nous rappelle que si on veut s'occuper du bien-être des jeunes, c'est les jeunes d'abord qu'il faut entendre. Donc voilà, ça m'a vraiment recentré sur cette nécessité. Et puis également une installation extrêmement intéressante qui s'appelle Anthropic Now, qui est une installation de vidéo qui parle des jeunes dans l'espace public. Donc là, c'est encore un vidéaste et un chorégraphe qui ont filmé des lieux urbains et naturels et qui ont proposé à des jeunes d'y danser. Et cette installation a été complétée par une performance réalisée par des amateurs, des jeunes lycéens, qui ont dansé face au public, avec des improvisations, enfin toute une performance. Et là aussi, je me suis dit, en les regardant, mais bon sang, bien sûr que la pratique artistique fait partie de la dynamique coéducative. Et finalement, quand on est enfant, quand on est adolescent, ce qu'on apprend lorsqu'on peut danser ses émotions, de la même façon que ce qu'on apprend lorsqu'on lit de la littérature de jeunesse ou lorsqu'on s'exprime avec de l'expression écrite ou de la poésie, on est aussi en train de construire finalement sa propre identité, et donc la démarche coéducative doit aussi inclure l'expression artistique. Alors j'avoue que ça sera très peu présent dans mon propos ensuite, mais j'avais envie de commencer par ça parce qu'en se disant que ne l'oublions pas, voilà, hein, à la fois la parole des jeunes et à la fois l'importance de l'expérience artistique. Donc je vais revenir maintenant sur quelque chose de plus scolarocentré. Effectivement, donc en mettant la focale pendant ce temps-là sur la question à l'intérieur de la coéducation de la relation parents-école et en particulier parents-collège, en disant que effectivement, donc Frédéric nous a parlé de l'évolution depuis la loi de refondation pour l'école de la République donc de 2013. Nous avons un prescrit qui est extrêmement avec profusion de textes. Sur lesquels on peut quand même s'appuyer. Moi personnellement je salue ces textes-là parce que ce sont des textes qui enfin parlent de coéducation et qui enfin parlent de la coéducation comme un acte professionnel qui est rentré dans le référentiel de compétences des professeurs des écoles mais aussi des collèges et des lycées, alors qu'avant les relations avec les parents c'était de l'ordre du volontariat pour les enseignants. Donc ce prescrit est quand même très important, et à l'intérieur de l'éducation nationale donc il y a un certain nombre de textes et aussi de dispositifs. Beaucoup d'entre vous sans doute connaissent le dispositif Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants, au EPRE, qui consiste à proposer des cours de français essentiellement ou des cours d'acculturation scolaire aux parents qui ne parlent pas le français. On ne va pas aujourd'hui s'étendre sur ces dispositifs-là, mais en tout cas, il y a quand même une grosse avancée du côté du prescrit, et personnellement, je le salue.
Ce prescrit n'est pas que dans l'éducation nationale, il concerne également les territoires avec un grand nombre de textes. Alors Frédéric a parlé des projets éducatifs de territoire, on y reviendra. Vous connaissez sans doute aussi le dispositif classe d'accompagnement à la scolarité. Les cités éducatives, qui est un nouveau dispositif qui vraiment incite au travail entre collectivités et établissements scolaires. Et puis, bon, une autre action également qui s'appelle Décide-moi un parent, qui est plus orientée vers le soutien à la parentalité. Alors, on aurait beaucoup à dire sur la distinction entre coéducation et soutien à la parentalité. Je n'y étendrai pas ici, mais bon, c'est un vaste sujet. En tout cas, j'ai envie de voir le côté positif du fait que, effectivement, les institutions se préoccupent de ce problème et que c'est mieux de s'en préoccuper que de ne pas s'en préoccuper. Dans ces éléments de prescrit, on trouve notamment un document qui est extrêmement intéressant qui s'appelle le guide méthodologique des espaces parents. Vous avez sans doute entendu parler ou vu dans les territoires dans lesquels vous travaillez, ces espaces qui existent parfois en école primaire, trop rarement au collège, mais il y a quand même des expériences en collège qui existent. Et du coup, il est intéressant de voir que ces espaces qui ont été montés de manière expérimentale, ça ou là, sont aujourd'hui recommandés par le ministère, même si là aussi, il y a un gros manque de moyens et de faisabilité, mais malgré tout, ces espaces sont recommandés, et on y trouve 3 principes qui sont extrêmement importants, qui sont le principe de parité d'estime, j'y reviendrai tout à l'heure, le principe de coopération et le principe d'explicitation. Et ce sont 3 principes qui sont très importants pour construire la coéducation et qui aujourd'hui font partie, disons, des principes que l'on travaille en formation avec les enseignants. Alors pour autant, on voit bien qu'il y a un fort décalage entre ce prescrit et le réel de ce qui se passe. Chacun de nous qui fréquentons des établissements scolaires savons bien que la coopération entre les parents et disons, les professionnels de l'école en général, ce n'est pas une chose facile. Et si ce n'est pas une chose facile, il y a un grand nombre d'obstacles. Ce n'est certainement pas dû à la mauvaise volonté des uns ou des autres. La bonne volonté est là. Mais il y a une des raisons qui est vraiment historique. Puisqu'on se rend compte que les professionnels, comme d'ailleurs les familles, se réfèrent souvent implicitement à un modèle, qui est le modèle que j'ai appelé moi le modèle cloisonné, vous voyez, dans lequel les familles font les choix éducatifs pour l'enfant, ils sont pivots, comme l'a dit tout à l'heure Frédéric, c'est une évidence. L'école fait un certain nombre de choix également, et un projet pédagogique, ce n'est plus pour l'enfant, mais c'est pour l'élève, en fonction bien sûr des programmes, mais elle est quand même libre de ce projet. Et puis la cité va mettre en place un certain nombre de dispositifs pour le citoyen en termes de santé, de sport, de loisirs et de culture. Dans ce système, vous voyez que chacun fait son travail dans son coin et qu'il suffit de se transmettre des informations pour fonctionner. Donc ça, c'est en fait l'ancien modèle, et ce n'est plus le modèle qui est préconisé. Le modèle qui est préconisé est beaucoup plus complexe. Ça serait celui-ci, donc le modèle coéducatif, dans lequel il y a interaction entre le projet de la cité, le projet des familles et le projet de l'école, avec donc ce qu'on peut définir comme une responsabilité éducative partagée, qui est donc le cœur de la coéducation, là où on nous demande d'avoir cette mise en commun, peut-être ce partage, où vont se poser ces questions d'alliance, de cohérence, de continuité. Alors, dans ce modèle coéducatif, vous voyez que pour fonctionner, il va falloir qu'il y ait la porosité entre les 3 parties. On ne va pas pouvoir fonctionner chacun dans son coin en se contentant de s'informer. Il va falloir donc communiquer, dialoguer, réfléchir à des formes de participation, d'accompagnement commun de l'enfant, mais aussi de place de cet enfant dans ce dialogue. Donc toute la coéducation, ça va être la réflexion sur ces formes-là de porosité, comment l'organiser, comment la mettre en place. Et en même temps, il va falloir préserver des frontières, parce que la coéducation, ce n'est pas faire tout ensemble et tous de la même façon. Les familles gardent dans leur mission d'éduquer et d'instruire les enfants dans la fratrie tout au long de la vie. Les familles gardent la liberté de leur choix. Elles ont leur liberté de conscience, leur liberté d'éducation, de choix de valeurs. L'école, dans sa mission d'instruire et d'éduquer les enfants, garde sa liberté pédagogique. La cité garde sa liberté politique. Chaque collectivité va pouvoir faire ses choix en fonction de ses engagements. Et puis les jeunes, les enfants eux-mêmes, vont garder aussi une nécessaire distance entre ces différents espaces pour justement travailler à leur émancipation et au choix de leur propre itinéraire et ne pas être dicté par aucune de ces instances. Il va y avoir des ruptures nécessaires, des besoins de distance
entre ces différents espaces. Et c'est là effectivement où se situe notre débat entre cohérence-continuité. On parle souvent de continuité, mais la discontinuité est également nécessaire pour que l'enfant puisse avoir ses repères dans les différents espaces entre lesquels il navigue. Et du coup, c'est vrai que dans le contexte actuel, les fameux effets du confinement, Frédéric en a parlé tout à fait, je suis entièrement d'accord sur la définition beaucoup trop stricte de cette école à la maison qui est très illusoire et de cette continuité pédagogique qui a nié finalement les nécessités de continuité éducative et de la multiplicité des acteurs qui sont autour de l'enfant. En même temps, il s'est passé des choses très intéressantes lors de cette expérience de continuité pédagogique dans laquelle les parents ont dû remonter les manches pour aider leurs enfants. Donc, un certain nombre de chercheurs ont été regarder ce qui se passait, ont interrogé des parents, des enseignants. Il y a de réels effets de reconnaissance mutuelle à travers cette expérience. Et en même temps, un risque effectivement de confusion des rôles et des espaces, avec quelque chose de très troublant, de l'idée de se dire qu'effectivement on va quitter le groupe et on va faire, entre guillemets, l'école à la maison. Et en même temps, au retour, dans une école soumise au protocole sanitaire, on a des frontières qui se recréent parfois de manière exagérée, avec des parents, des effets de recloisonnement, des parents qui sont remis à la porte de l'école, et qui peut peut-être avoir d'autres effets bénéfiques du recentrage sur les rôles de chacun. Donc vous voyez, dans chaque situation, cette situation de crise qui met finalement la loupe sur un certain nombre de choses, elle nous fait bouger ces phénomènes de porosité et de frontières, et elle nous donne parfois l'occasion de nous interroger dessus. Alors, ce modèle coéducatif, c'est important de savoir, d'avoir bien en tête qu'on est loin d'un modèle cogestionnaire. Dans le modèle de l'école publique française, le modèle cogestionnaire, ça serait celui, si vous voulez un exemple, par exemple, des crèches parentales, mais c'est aussi celui d'un certain nombre d'écoles associatives privées en France, c'est aussi celui d'écoles publiques dans certains pays, notamment en Belgique, au Québec, où un certain nombre d'écoles publiques fonctionnent comme ça. Et ça serait donc une école dans laquelle le projet pédagogique serait co-construit entre parents et professionnels. Et dans ce cas-là, on part sur le fait qu'on partage les valeurs, on réfléchit ensemble aux actions, voire parfois on administre ensemble. Dans une crèche parentale, c'est un conseil d'administration avec les parents et les professionnels. On va parfois jusqu'au recrutement et jusqu'à l'évaluation des professionnels. Donc évidemment, on n'est pas du tout dans un type de projet comme ça dans notre école coéducative, parce que ce projet-là, il demande que les familles puissent choisir l'école, puisqu'on ne peut pas, si on nous demande d'adhérer aux valeurs, eh bien il faut qu'on puisse choisir, parce que certaines écoles vont défendre certaines valeurs et d'autres. Et il faut aussi que l'école puisse éventuellement choisir les parents. Donc c'est un autre modèle, c'est un modèle après lequel on court parfois, on souhaiterait co-construire. En fait, je pense qu'il faut rester conscient du fait que nous ne sommes pas dans cette co-gestion avec les parents d'élèves. Et on est encore plus loin d'un modèle communautaire dans lequel éducation et instruction ne feraient qu'un, avec un projet éducatif et pédagogique unique et avec une cohérence totale des valeurs. C'est pour ça aussi toujours notre débat sur cohérence-continuité, que personnellement je me méfie parfois du mot cohérence, dans le sens où cette cohérence qu'on appelle de nos voeux dans la coéducation, il ne s'agit en aucun cas d'une fusion dans une pensée unique. Alors bien sûr, dans l'école de la République, on appelle à souscrire aux valeurs de la République, mais bon, les valeurs de la République, elles sont très larges, liberté, égalité, fraternité. À l'intérieur de ces valeurs, on peut avoir vraiment de multiples façons de penser, de multiples façons d'éduquer, et on se rend compte, quand on va dans le détail, qu'entre différentes modalités pédagogiques, par exemple, il y a bien parfois des valeurs différentes derrière ces modalités d'éducation, dans les questions de rapport à l'autorité, les questions de rapport à la tradition, les rapports d'égalité filles-garçons, les questions de coopération, compétition. Il y a énormément de débats qui existent en éducation. Et le modèle coéducatif dans lequel on est, celui de la diversité. Ce n'est pas celui de la fusion dans un avis unique. Alors, je ne détaille pas ici les rapports avec la cité. C'est vrai que dans ce modèle-là, c'est le modèle, si vous voulez, de l'unschooling, le modèle de la déscolarisation, le modèle de l'école à l'intérieur d'une communauté qui peut avoir toutes sortes de variétés et qui aura ou pas des relations avec la cité. Alors, une fois posés donc, ces éléments de modélisation, si on rentre dans le concret du collège, il y a un certain nombre de dispositifs qui mettent en œuvre la relation avec les parents, qui font l'objet actuellement de formation, mais c'est vrai que dans le collège, il y a quand même beaucoup moins de dispositifs de formation que dans l'école, par exemple, maternelle élémentaire, pour une bonne raison, c'est qu'il y a une séparation des métiers, vous le savez. Dans les collèges, c'est essentiellement le service de vie scolaire
qui s'occupe de la relation avec les parents. Alors on a une principale de collège qui est avec nous et qui nous en parlera peut-être tout à l'heure. Essentiellement service de vie scolaire, et puis les professeurs principaux, l'équipe de direction qui sont chargés de mettre en place les relations avec les parents. Et du coup, les dispositifs, bien sûr, concernent tous les professionnels, mais de manière beaucoup moins centrale que pour les enseignants de maternelle et d'élémentaire. Et je dois vous dire que depuis que je fais un certain nombre de formations sur ce sujet, je ne me suis encore jamais adressée à une assemblée d'enseignants de collège, par exemple. Ce n'est pas aujourd'hui encore une demande de l'institution, à mon grand regret. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que la réalité, c'est que plus les élèves grandissent, moins les parents sont présents. C'est une évidence. En maternelle, ils sont très présents. En école élémentaire, un petit peu moins. Au collège, moins. Au lycée, encore moins. C'est aussi normal. C'est les enfants grandissent, ils ont moins besoin, ils ont plus besoin de distance. Et donc, du coup, les dispositifs de coéducation vont donner d'autant plus de place aux jeunes, obligatoirement à chaque étape. Alors, ces dispositifs, ils ont 4 grands objectifs qui sont accueillir, informer, dialoguer et impliquer. C'est une catégorisation que j'ai faite de manière empirique en observant tout ce qui se fait dans les établissements. Alors, je vais les balayer rapidement. Je me dépêche un petit peu. Du coup, voilà, donc ces quatre grands objectifs. Et un certain nombre de chercheurs ont regardé aussi ces dispositifs-là et nous ont dit que pour que ces dispositifs soient efficaces, il ne fallait pas seulement qu'ils soient justement réfléchis de manière opérationnelle, mais qu'ils soient également pertinents, équitables et accessibles. C'est des mots que j'emprunte au chercheur Pierre Perrier, de manière à ce que les parents puissent se les approprier. Il ne suffit pas de mettre en place des dispositifs pour qu'ils puissent marcher. Mais il va falloir justement, on repense tout à l'heure aux préconisations, avoir de la parité d'estime, de la coopération, de l'explicitation, pour que ces dispositifs-là puissent fonctionner. Donc chacun de ces grands objectifs, à chacun de ces grands objectifs vont correspondre des dispositifs avec des enjeux, des obstacles et des leviers. Alors je vais les présenter rapidement. Le premier grand objectif, qui est celui de l'accueil, c'est une action décisive où se joue dans l'informel la confiance qui va se construire. Chacun de nous se souvient de la manière dont il a été accueilli quand il est allé pour la première fois dans un nouvel endroit qu'il ne connaissait pas. Eh bien, je crois que les parents se souviennent de la manière dont ils ont été accueillis la première fois à la crèche, la première fois à la maternelle, et aussi la première fois au collège. Souvent, c'est à la fin du CM2, lorsqu'ils sont accueillis ou pas, selon les dispositifs mis en place. Et je crois que c'est un moment extrêmement important. Également, l'accueil au quotidien. Alors, les parents accompagnent rarement leurs jeunes au collège, mais par exemple, ils peuvent venir en cas d'urgence s'il y a un appel médical. Comment est-ce qu'ils sont accueillis? Comment est-ce que c'est travaillé avec le gardien, par exemple, la gardienne qui est à la porte, etc. Quel est l'accueil qui leur est réservé au téléphone également? Et ça, c'est quelque chose qui ne doit pas être sous-estimé, parce que c'est là qu'on installe le cadre, c'est là qu'on dit ce qui est possible et impossible, c'est là qu'on prend en compte de l'informel, qu'on met ou pas de la chaleur humaine. En même temps, c'est compliqué parce qu'on n'a pas assez de temps pour le faire, parce que ce n'est pas toujours notre priorité de travail, et parce qu'il y a aussi des décalages culturels. On n'a pas dans toutes les cultures la même notion de l'accueil, de la manière dont on doit se parler, dont on va prendre des nouvelles les uns des autres, par exemple, dans ces moments-là. Et en même temps, c'est quelque chose qui, quand il devient un geste professionnel, quand il inclut la dimension humaine, et je pense qu'ici, il y a beaucoup de professionnels de la santé, du social, vous le savez bien, c'est un levier très fort pour faire avancer la coéducation. Donc à ne pas sous-estimer. Deuxième grand objectif, l'information. Là, c'est un incontournable. On a vu qu'il existait aussi dans le modèle cloisonné. Il est obligatoire pour le fonctionnement. Et là aussi, il doit être considéré comme un vrai geste professionnel. Il y a énormément d'écrits qui circulent entre l'école et les familles, avec les cahiers de correspondance au collège, les échanges par mail, les outils numériques comme Pronote. Mais il y a également des informations orales. Alors au niveau du collège, elles vont passer par les élèves. Tu diras à tes parents que. Et puis il y a les moments institutionnels, comme le conseil de classe ou le bulletin. Eh bien, tous ces écrits, tous ces éléments d'information doivent être, à mon sens, regardés du côté de la coéducation. Sont-ils lisibles? Sont-ils suffisamment explicites? Comment est-ce qu'on va les médiatiser par rapport aux parents qui ne maîtrisent pas la langue française ou qui ne maîtrisent pas l'écrit? Donc là aussi, on manque de temps, mais il faut toujours se souvenir que les parents qui sont en face de nous ont un certain nombre d'obstacles concrets, culturels, symboliques parfois, ou parfois ils sont surinformés, ils disent très bien français, mais ils sont surinformés un peu comme nous tous. Il y a énormément d'obstacles qui expliquent que cette information n'arrive pas toujours de l'autre côté. Et du coup, il est important de réfléchir à cette information, de multiplier les canaux, et puis de professionnaliser cet acte-là. Également de s'appuyer sur des partenaires.
Il faut tout un quartier pour aider les enfants. Là aussi, il y a dans les quartiers des partenaires qui peuvent aider à cette activation de l'information. Autre objectif extrêmement important, bien entendu, le dialogue. C'est là le terreau de la coéducation. C'est là que va se jouer donc cette parité d'estime qu'on appelle de nos voeux dans la coéducation, c'est-à-dire une posture qui n'est pas surplombante et dans laquelle on va écouter l'autre sans jugement, dans laquelle on va lui laisser sa liberté éducative. Donc là, il y a énormément de dispositifs. Je sais que dans les collèges, ils se pratiquent beaucoup, par exemple, la remise des bulletins en main propre, en entretien individuel. Il y a également énormément de rendez-vous que j'appelle de régulation, mais souvent c'est plutôt des convocations lorsqu'il y a des dysfonctionnements de comportement des jeunes. Il y a également des visites médicales, également un certain nombre d'instances, comme les commissions éducatives, les équipes de suivi de scolarisation pour les enfants porteurs du handicap. Et puis le fameux conseil de discipline qui devrait être un moment de dialogue, qui ne l'est pas forcément, mais en tout cas je pense qu'il y a également vraiment à réfléchir à toutes ces instances. Et c'est là que va se jouer cette responsabilité éducative partagée et qu'il va falloir réfléchir à la place du jeune, comment et pourquoi on lui donne la parole, avec quelle modalité dans ces instances. Alors il y a un certain nombre de risques, un risque de jugement mutuel d'ailleurs, un risque de surplomb du côté des professionnels qui sont dans une position dominante, dans une position d'expert, un risque de malentendu, qu'est-ce qu'on vient faire là, pour qui, pourquoi, qu'est-ce qu'on a à se dire. Et puis il y a, j'y reviendrai tout à l'heure, un mythe finalement de cette cohérence qui serait vue, comme je le disais, comme une pensée unique et qui doit être repensée en se disant que c'est une cohérence éducative dans nos diversités. Bon, c'est des choses qui seront retravaillées tout à l'heure dans la sous-plénière. Les leviers sont du côté effectivement de dispositifs pensés dans la réciprocité et dans une approche systémique qui va regarder l'ensemble des partenaires, l'ensemble des éléments qui permettent de comprendre qu'est-ce qui se passe pour un jeune lorsqu'on se rencontre et lorsqu'on essaye de l'aider. Parce que finalement, si on se rencontre autour d'une question de résultats scolaires ou d'une question de comportement, c'est bien pour aider ce jeune-là. Ce n'est pas seulement pour résoudre les désordres qui se passent dans l'établissement. Donc ce n'est qu'en ayant cette approche généralisante globale qu'on va pouvoir avancer en coéducation. Donc dans ce dialogue, on va toujours chercher à supprimer les tensions et les conflits. Et effectivement, la coéducation, si on travaille sur l'accueil, sur l'information, sur le dialogue, on va arriver à de l'apaisement. Mais l'idée, là aussi, il y a un certain nombre d'écrits qui l'ont dit, c'est que le risque de la rencontre, c'est d'assumer les tensions. Si on se rencontre, on ne va pas toujours être d'accord. Donc il va s'agir d'assumer ces tensions en se disant qu'une tension, ce n'est pas forcément de l'agressivité et que chaque situation difficile devient un défi de coéducation. Comment est-ce qu'on va s'en sortir dans cette situation où on a l'impression qu'on ne se comprend pas ou qu'on ne se voit pas et pourtant, en essayant de comprendre, en prenant des reculs, en trouvant des appuis, en donnant une place aux jeunes là encore, on va pouvoir se dire qu'on va pouvoir avancer. Je dis toujours aux professionnels que quand ils sont face à des élèves, ils ont le principe fondamental de l'éducabilité et ils font confiance dans le fait que chaque jeune pourra apprendre. Eh bien, faisons aussi le principe fondamental de la croyance dans la coéducation en se disant que ça pourra avancer, qu'on pourra arriver à avancer même dans les impasses dont on a l'impression. Et puis le dernier stade, on va dire, de participation parentale à l'école, c'est l'implication. C'est souvent la première à laquelle on pense et pourtant, ma conviction, c'est que si on souhaite que les parents s'impliquent dans la vie scolaire, il s'agit d'abord de les accueillir, de les informer, de leur offrir du dialogue. Ils ne pourront pas souhaiter, eux, avoir envie de s'impliquer s'ils n'ont pas eu ces différentes portes d'entrée d'abord. Alors je ne développerai pas ici cette participation, vous la connaissez, elle est institutionnelle, au collège avec les délégués de classe, les élus au conseil d'administration. Elle est aussi parfois, trop rarement, à mon avis, mais on en reparlera aussi dans la sous-plénière pédagogique, avec des établissements qui expérimentent des classes ouvertes aux parents pour leur donner plus de visibilité. Elle est aussi parfois culturelle, avec des établissements qui font des projets en ouvrant les portes à la culture des parents, avec par exemple des salons des métiers qui proposent aux parents de venir parler de leur métier, ou des fêtes des langues qui font la promotion du plurilinguisme. Donc ça fait tout un sujet en soi. Hein. L'idée, c'est de penser cette implication en proposant aux parents une vraie place de partenaire. Ils ne sont pas dans la cogestion, comme je le disais tout à l'heure, ils ne sont pas ici pour décider du projet pédagogique, mais à l'intérieur du projet pédagogique, ils doivent avoir les moyens de comprendre ce qui se passe et d'avoir réellement la parole. Et ça, c'est une frontière qui est assez compliquée, de se demander quelle est leur place réelle, ont-ils des initiatives, ont-ils possibilité de prendre des initiatives, y a-t-il des limites à ces initiatives?
Et là, si on écoute par exemple les fédérations de parents, il y a énormément de témoignages du côté de la FCPE, de la PEP, qui disent bah oui, mais quand on propose des choses, en fait, on n'est pas écouté. On n'a pas la marge pour proposer des choses. Donc c'est extrêmement compliqué. Et pourtant, quand on y arrive, on a effectivement un enrichissement mutuel qui est extrêmement intéressant et on arrive à passer de cette mise en commun au partage. Alors, je vois que je suis au bout de mon temps, donc je vais un petit peu foncer sur la fin. Pour cette coéducation, donc, vous voyez, on est passé par la définition, les modèles, les dispositifs. Ici, je vais m'appuyer plus sur des recherches en sciences de l'éducation, puisque l'Institut français d'éducation, on a comme mission de faire la passerelle entre la recherche et les praticiens. Donc, j'étais jusqu'à présent plus du côté de la pratique, je vais être plus du côté de la recherche. On a un certain nombre de postures ont été identifiées comme propices à cette coéducation, et des écueils également qui ont été identifiés, qui souvent, bien à notre insu, nous les professionnels, on met en place sans forcément s'en rendre compte. Alors, peut-être que vous connaissez donc je ne sais jamais le nom du CEDES, comité d'éducation, santé, citoyenneté. Merci. Donc en tout cas, ce comité-là a fait un rapport très intéressant sur école et grande pauvreté notamment, qui nous dit beaucoup de choses et qui nous aide à prendre du recul. Je m'appuie également beaucoup sur l'association ATD Carmonde qui a collecté énormément de témoignages de parents. Et puis il y a également un regroupement d'associations qui s'appelle Mille et un territoires et qui apporte énormément de témoignages. Donc ces témoignages mis en rapport avec également des études de chercheurs nous montrent que finalement il n'y a pas de parents démissionnaires, que les parents de leur côté s'impliquent, chacun à leur mesure, chacun à leur façon dans l'éducation de leurs enfants, mais qu'il y a énormément de peurs réciproques du côté des parents comme des professionnels, et également énormément de malentendus qui peuvent expliquer les dysfonctionnements dans la coéducation. Du coup, on travaille beaucoup sur cette question de coéducation, sur une posture qui serait la posture de reconnaissance, qui a été développée notamment donc, par Axel Honneth, qui est un philosophe, sociologue et philosophe en même temps, qui nous dit « chacun est estimable et pour connaître l'autre, il faut reconnaître la spécificité et la légitimité de chacun ». Donc j'aurais pu déjà commencer par ça, j'ai choisi d'entrer par les dispositifs, mais dans chacun des dispositifs de dialogue, d'information, d'accueil, on va penser à ça. De se dire qu'on ne pourra pas dialoguer, partager, si on n'est pas dans une reconnaissance mutuelle. Donc ça c'est vraiment très important, s'estimer mutuellement, même si on n'a pas la même expertise, même si on n'a pas le même statut, puisque la coéducation ce n'est pas une relation qui aplanit tout, qui met les personnes à égalité. Et justement, à partir de cette reconnaissance, on travaille sur, tout à l'heure je vous ai cité la parité d'estime, donc un auteur qui s'appelle Gaston Pinault, qui a beaucoup travaillé sur l'auto-formation. Lui a construit l'idée de l'asymétrie à parité d'estime. Nous sommes dans une disparité de place. Les parents ont leur bagage de parents, ont leur posture, leur expertise du fait qu'ils ont accompagné leur enfant depuis la naissance, mais ils n'ont pas l'expertise professionnelle qu'ont les experts que vous êtes ici, du social ou de la santé, ou que les enseignants ont. Et dans cette asymétrie, nous allons dialoguer dans le non-jugement. Donc c'est ce qui est extrêmement difficile, mais c'est ce qui va pouvoir ouvrir des portes. Alors j'ai cité ici la NLCI, Association nationale de lutte contre le lettrisme, qui a beaucoup travaillé aussi sur cette posture, en travaillant avec les adultes effectivement en situation d'apprendre la langue écrite, ce qui est quelque chose d'extrêmement compliqué. En même temps, celui qui est en posture d'apprendre la langue écrite à un adulte ne peut être que dans la reconnaissance de son expertise. Comment pouvons-nous réussir à vivre dans notre société sans lire ? Quelle stratégie devons-nous développer pour se débrouiller? Donc il y a finalement cette estime réciproque qui se construit à travers cet apprentissage. Alors ces deux postures vont beaucoup nous aider, donc la reconnaissance, la parité d'estime. Personnellement, c'est vraiment ce qui m'a aidé à avancer dans cette coéducation. Et en même temps, en s'installant dans ces postures, il va s'agir d'éviter certains écueils qui ont été aussi montrés donc, par un certain nombre de chercheurs. Alors, Michel van den Broek, qui est un chercheur belge, lui donc parle du mythe de l'homogénéité et il dit accepter la diversité, c'est faire une place au désaccord. Il va même jusqu'à dire ce désaccord sera accueilli comme base d'une pratique réflexive qui favorise la libre confrontation des théories éducatives. Donc là, lui, son champ de travail, c'est plus les très jeunes enfants, mais il a regardé comment des mères qui arrivent d'un autre pays et qui, par exemple, s'entendent dire des conseils à la crèche et puis le soir téléphonent à leur mère ou à leur tante restée au pays et qui leur donnent des conseils inverses,
Comment est-ce que ces jeunes mères peuvent avancer avec ces injonctions contradictoires? Et lui, il dit, le levier, c'est que le professionnel de crèche entende ces deux avis et dise à la jeune mère que c'est à elle de faire son chemin, comme le jeune, finalement, va se faire son chemin, s'émanciper en choisissant entre les différents discours qu'il entend. Mais c'est si le professionnel, à un moment, dit qu'il sait que ces différents discours existent et qu'on peut les accueillir, que l'on va pouvoir avancer. Un autre écueil qui est beaucoup montré par Françoise Borsery, qui elle est une sociologue qui anime un réseau qui s'appelle le Réseau international de l'éducation à la diversité, et elle nous parle du déni des discriminations, en disant que nous sommes dans une société d'inégalité matérielle et symbolique que nous ne devons pas nier. Et malgré notre enjeu d'école républicaine qui a une mission d'égalitarisme, nous devons voir en face finalement que le principe universaliste et égalitaire est quand même battu en brèche par la réalité de ce que vivent nos jeunes, nos familles, et que ce n'est pas en faisant comme si ça n'existait pas qu'on pourra y arriver. Donc voilà, elle aussi, elle développe énormément de propositions. Elle a donc coordonné un livre qui s'appelle « Éducation et diversité, les fondamentaux de l'action », et elle propose un certain nombre de pistes pour agir avec regarder en face les discriminations. Et puis enfin, un dernier écueil qui est en ce moment beaucoup travaillé par un certain nombre de chercheurs, notamment donc Pierre Perrier, mais également Liliane Pelletier, Xavier Conus, qui nous disent, alors tout à l'heure Frédéric disait, la coéducation ne peut être qu'une action volontaire, et pourtant aujourd'hui les textes nous assignent à la coéducation. Les textes disent aux professionnels, la coéducation c'est pas une démarche facultative, c'est une démarche obligatoire, elle est devenue obligatoire pour les professionnels, elle l'est aussi pour les familles qui ne comprennent pas toujours, qui n'ont pas toujours les moyens de s'y investir ou qui ne souhaitent pas toujours s'y investir. Et du coup, ces chercheurs nous disent qu'il y a des risques d'effets délétères si cette coéducation est imposée. Elle peut devenir source de stigmatisation accrue. Qu'est-ce que c'est ces parents qui viennent jamais? Donc on y reviendra aussi dans la sous-plénière. Et ils nous mettent en garde aussi, comme l'a fait Frédéric, sur un risque d'ethnocentrisme scolaire qui mettrait donc les parents dans le rôle d'auxiliaire des objectifs scolaires. Les parents, l'éducation de leur enfant, c'est quelque chose de complexe, qui a beaucoup d'aspects, on l'a vu tout à l'heure, et l'école ne peut pas demander aux parents d'être uniquement des auxiliaires de ces objectifs en faisant de l'accompagnement scolaire à la maison. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'actuellement, bien documenté avec ces risques-là, qui ne doit pas pour autant nous faire dire que, puisqu'il y a des effets délétères, on va fermer la porte. Pas du tout. Mais c'est à entendre ces risques-là. Voilà, je terminerai juste en vous faisant une petite page de publicité pour vous dire que sur le site du Centre Alain Savary, donc si vous tapez Centre Alain Savary, c'est très facile à trouver. Vous allez sur l'onglet Relations école-famille. Il y a un certain nombre de dispositifs qui sont montrés, notamment des dispositifs en collège, sur lesquels vous pourrez trouver des ressources. Alors, avec une hypothèse qui plus est dans ce contexte qu'on a essayé de définir avec Catherine, et certainement vous vous êtes reconnu en tant qu'acteur aussi, donc une hypothèse que la tranche d'âge de 11-15 ans serait particulièrement propice à une perspective de coéducation pour le bien-être, le mieux-être, le bien apprendre, le mieux apprendre, seul et ensemble. J'insisterai peut-être plus sur l'ensemble. Alors, pour ne pas déborder mon temps, je vais m'en tenir à mon texte, comme ça m'évitera d'y fluer. Donc, je voudrais d'abord attirer l'attention sur le fait qu'on sait de longue date que la santé et l'éducation sont les deux principaux piliers du développement individuel, et ceci à tous les âges de l'enfance et de l'adolescence, voire au-delà, l'âge adulte. Et en même temps, au plan du collectif, ce sont aussi les piliers du développement social et même économique. À condition que soient aplanies les inégalités d'accès à la santé et à l'éducation et à ce qui les dispense, eh bien, on voit à quel point ces deux piliers déterminent ensemble le bien ou le mieux-être, le bien ou le mieux devenir, tant des personnes que des groupes et des sociétés. En outre, et peut-être surtout, la santé et l'éducation se renforcent mutuellement. Dans un premier sens, l'éducation globale, qu'elle soit scolaire ou non scolaire, et pas seulement l'éducation pour la santé, favorise la santé globale. Ainsi en va-t-il par exemple de l'éducation des filles et des jeunes filles dans les pays pauvres, dont on sait qu'elles contribuent à réduire les mortalités maternelles et infantiles, les grossesses non désirées, etc.
ou encore de l'éducation nutritionnelle, de l'éducation au bon usage des médicaments, à la prévention des conduites à risque, au respect de l'environnement, etc. Donc cette éducation globale est favorable à la santé. Mais inversement, si on peut dire, en tout cas transitivement, la bonne santé physique et mentale, l'hygiène de vie et de sommeil, etc., favorise quant à elle les apprentissages scolaires et non scolaires, ce qu'on réalise à l'école, en famille et pendant les temps libres. Elle favorise aussi l'accès aux loisirs éducatifs, les socialisations précoces, les orientations professionnelles choisies, etc. J'insiste donc de façon très généraliste sur ces fortes interactions entre éducation et santé qui sont connues, mais c'est toujours important de les rappeler parce qu'elles sont particulièrement tangibles et décisives, me semble-t-il, à l'adolescence. Et elles demandent à être promues, je dirais, de façon soigneuse et coéducative. L'adolescence, en effet, je l'espère pour chacun d'entre vous, n'est pas une maladie, ni un trouble potentiel à l'ordre public, même si parfois certaines tendances politiques institutionnelles voudraient la considérer de la sorte ou la réduire à cela. J'ai toujours été intrigué par le fait que les maisons des adolescents, par exemple, soient dirigées le plus souvent par des médecins. L'adolescence est en revanche une période de la vie qui indiscutablement combine les vigueurs, les mutations du corps et des affects avec une fréquente vulnérabilité existentielle, ce qui la rend à la fois touchante et parfois un peu alarmante. Une vulnérabilité existentielle qui est en plus liée aux découvertes et aux explorations qui résultent elles-mêmes des transformations de soi. Alors, plus on se sent bouger de l'intérieur, plus on va vers l'extérieur avec de nouvelles postures et de nouvelles attentes. Le besoin à l'adolescence se manifeste de diversifier les sources et en même temps que les occasions de nouveaux apprentissages. Le besoin se manifeste de remanier les relations infantiles, donc d'en établir de nouvelles et sur d'autres registres, d'affirmer et d'affiner son identité en dehors du cercle familial et au sein de groupes de pairs, PIRS, plus ou moins structurés. Le besoin de construire progressivement son autonomie avant d'effectuer des choix personnels et déterminants, mais sans effectuer ces choix seuls, ni trop loin des adultes de référence que sont les parents, les enseignants, les animateurs, les éducateurs et parfois les professionnels du soin. En tout état de cause, aux âges adolescents de l'existence, toutes les expériences de vie sont importantes. Et non, j'allais dire, le souvenir qu'on en a soi-même, à mon avis, conditionne l'estime qu'on accorde aux adolescents. La parité d'estime, elle fonctionne comme ça aussi. J'ai lu quelque part et je répète souvent que l'estime qu'on porte à sa propre adolescence détermine en partie l'estime qu'on porte aux adolescents. Mais bref, on ne va pas trop personnaliser les choses. Les expériences de vie sont importantes donc aux âges toutes les expériences de vie sont importantes aux âges adolescents, mais elles requièrent le plus souvent, surtout en sortie d'enfance, donc un accompagnement fiable et adéquat de la part d'un ensemble d'acteurs, et pas d'un seul acteur, qui sont familiaux, scolaires, pendant les temps libres, et un ensemble d'acteurs aptes à faire preuve entre eux à cet effet, et j'y reviens, d'un minimum de cohérence éducative. Si l'approche coéducative, de mon point de vue, fait ici et à cet âge plus appel à la cohérence qu'à la continuité, c'est parce qu'il revient désormais au jeune lui-même de commencer à tracer peu à peu son propre parcours parmi la diversité et donc la discontinuité, en effet, des espaces-temps qu'il traverse, qu'il évalue et qu'il s'approprie au fil des jours, des semaines et des ans. Donc, de ce point de vue,
c'est plus de discontinuité qui permet de faire un chemin sur une carte que de continuité dont l'enfant, le jeune a besoin, mais avec des garanties de cohérence. Parce qu'en effet, cette cohérence de l'accompagnement coéducatif a comme vertu, comme conséquence, comme objectif, on pourrait dire aussi, et là on est au cœur de ce qui nous réunit aujourd'hui, cette cohérence coéducative, elle doit permettre de prévenir, de contenir ou de réduire, peut-être les trois à la fois, prévenir, contenir, réduire les tendances anxio-dépressives propres à l'adolescence, avec leur constellation de conflits de loyauté. Et l'exemple de la mère qui appelle le soir au pays et qui s'entend dire le contraire de ce qu'on lui a dit le matin en crèche, oui, on peut dire que c'est constamment comme ça, pour les parents, mais aussi à un moment donné pour les jeunes eux-mêmes, qui peuvent du matin au soir, selon là où ils sont et selon qui s'adresse à eux, peuvent entendre l'énoncé de normes, de conseils, de prescriptions contradictoires. C'est pourquoi je parle de cohérence. La cohérence, c'est pas, encore une fois, la coalition, c'est pas l'unification. Pour moi, l'image de la cohérence, c'est la marqueterie. C'est-à-dire toutes les pièces de bois soigneusement disposées dans un ensemble qui prend alors sa forme. Je pense que ça devrait inspirer notre dessinateur. C'est une sorte de marqueterie. Donc, importance de cette cohérence pour prévenir les risques, les différents, notamment les problèmes de santé mentale, hein, des risques anxio-dépressifs, les conflits de loyauté, les prises de risques, les passages à l'acte, qui sont souvent destinés à interpeller l'entourage, à clarifier sa position, surtout ses positions quand elles sont multiples. Alors, voilà, j'ai fait une connerie, qu'est-ce que vous en déduisez, vous qui n'arrêtez pas de dire des choses différentes constamment? Ou encore les possibilités d'installation plus chronique dans un mal-être existentiel qui sera peut-être plus ou moins visible et donc plus ou moins durable. D'où l'importance de cette cohérence, même si ce n'est pas le seul facteur, évidemment, de prévention de toutes les difficultés que je viens d'évoquer là. Mais les appels à l'aide sous leurs différentes formes des adolescents doivent pouvoir être entendus, déchiffrés, puis activement pris en considération par un ensemble d'acteurs qui vont devoir se montrer au minimum complémentaires et coordonnés. Parce que, j'ai dit ensemble d'acteurs, parce qu'il est rarement souhaitable, aux âges de l'adolescence, de privilégier des réponses qui vont être de l'enfermement, qui vont être de la mise à l'abri, de la mise à l'écart, de la clôture, du centre éducatif fermé, toute génératrice de régression inutile ou de révolte stérile, voire destructrice, ou encore des accompagnements par un seul adulte tutélaire qui va se penser ou se présenter comme, ou être investi éventuellement comme tout puissant, tout sachant, et avec lequel on va entretenir une relation soit de dépendance, soit de rejet et de rupture, soit le tout en même temps. Donc l'intérêt d'avoir un collectif d'adultes capables de prévenir ou de répondre à ces difficultés-là est important et crée aussi à ce collectif un certain nombre d'obligations, donc ce que j'appelle un minimum de cohérence, ce qui ne veut pas dire encore une fois d'uniformité de la réponse, mais de coordination de la réponse et de la forme de dialogue envisagée. Le statut de... donc ça j'ai parlé des adultes, mais je voudrais encore terminer sur un point que j'avais déjà évoqué tout à l'heure en début d'introduction. À l'adolescence, les conditions du bien-être, et par conséquent du mieux apprendre aussi, doivent pouvoir s'envisager et se construire non seulement avec ces adultes au pluriel complémentaires que je viens d'évoquer, cohérents, coordonnés entre eux et non pas coalisés, mais aussi et surtout peut-être avec et entre les jeunes eux-mêmes. Je reviens à l'importance du statut de coéducateur potentiel qu'on peut repérer chez tous les enfants, mais de façon tout à fait singulière et peut-être encore plus prégnante chez les jeunes, d'autant qu'il s'exprime à deux niveaux, qui sont d'ailleurs possiblement convergents.
Le premier niveau, c'est que, de fait, ce qui singularise l'adolescent, c'est que sa maturité et son discernement vont croissant. Et que par conséquent, on peut y faire appel. Et qu'un jeune, dans ces conditions-là, devrait être invité à figurer non pas au centre d'une table ronde de coéducateurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'image du conseil de discipline qui me vient, mais j'efface. C'est aussi pour notre dessinateur, peut-être. Donc un jeune pourrait figurer non pas au centre de la table ronde des coéducateurs, parce que c'est une posture qui est à la fois narcissisante et persécutante, donc qui finalement n'est pas aidante pour les jeunes, mais tout simplement figurer autour de la table, avec les autres acteurs. Même s'il n'est pas un adulte, son point de vue mérite d'être entendu parmi les points de vue des adultes, mais aussi parmi éventuellement les avis d'autres jeunes figurant à cette table ronde de la coéducation. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que, on le sait bien, hein, les acquis de l'éducation populaire, des pédagogies participatives, mais aussi des méthodes actives d'éducation pour la santé, enseignent depuis bien longtemps que un groupe d'enfants et de jeunes, à condition d'être correctement accompagnés, recèle pour chacun de ses membres un potentiel d'entraînement mutuel, d'entraînement coopératif à l'acquisition d'apprentissage et de comportements durables, notamment en matière de santé ou de prévention. D'où l'intérêt, là aussi, de mobiliser, de constituer et de mobiliser ce collectif d'adolescents dans des perspectives de mieux apprendre et de mieux être. Avec des adultes, par ailleurs, coordonnés et bienveillants. Donc pour conclure, je voudrais quand même mettre l'accent, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sur l'importance et la nécessité de concevoir avec, et pas seulement pour, les adolescents, de véritables politiques éducatives locales qui soient notamment dédiées à leur temps libre. Des temps libres de considérable ampleur, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais devant lesquels ces jeunes sont la plupart du temps notablement inégaux, que ces inégalités soient de nature sociale, économique, culturelle, liées au genre. Regardez bien partout comment se répartissent les budgets pour les loisirs des garçons et des filles. Vous aurez souvent des surprises, désagréables pour les filles en général, parce qu'à l'âge de l'adolescence, c'est surtout les garçons qu'on veut occuper pour qu'ils restent tranquilles sur le trottoir, pendant que les filles gardent les petits à la maison, à l'appartement, et que ça dérange personne. Bref, inégalité devant les temps libres. Au titre du droit de l'ensemble des enfants, donc garçons et filles en l'occurrence, en général, mais des adolescents en particulier, à bénéficier de loisirs éducatifs de qualité, il me semble que les conseils départementaux, qui vont être prochainement renouvelés, les communes et les communautés de communes devraient avoir à cœur de proposer, en concertation avec les parents et les enseignants, des activités accessibles à tous et à tous, susceptibles d'être menées dans une certaine continuité, pour le coup, c'est-à-dire d'organisation des temps et des lieux qui les rendent vraiment accessibles, concrètement, d'où l'importance des transports, en l'occurrence, surtout en milieu rural. Des activités enrichissantes, émancipatrices, révélatrices des talents actuels de ces jeunes ou de leurs talents potentiels, qui stimulent leur créativité, qui soient porteuses d'apprentissage complémentaires à ceux qu'ils font en famille et au collège, parce que là aussi ça donne un sentiment de cohérence à leurs apprentissages. Des activités qui favorisent au total l'expérience du passage du bien-être individuel au bien-être partagé par la pratique collective des arts, des sports, de la citoyenneté active. J'insiste vraiment sur la question de ces temps libres dans une perspective coéducative et notamment à l'adolescence. Oui, bonjour. Donc, je représente les parents. Nous sommes extrêmement interrogatifs sur le rôle des MJC et sur leur difficulté à accueillir, à attirer l'attention des jeunes et dans certaines zones de notre territoire.
Voilà, donc, quelle solution vous voyez pour accroître cette MJC. Des MJC, c'est ça? Des MJC, voilà, des espaces qui sont sur le territoire pour proposer justement ces projets éducatifs de groupe. C'est-à-dire que c'est une question qui donne envie d'entendre la réponse que vous apporteriez vous-même, parce que je pense que c'est vous qui pourriez nous dire, par exemple, si vous avez été associé à l'élaboration de projets éducatifs de territoire où des MJC sont implantés. Parce que se faire connaître, ce n'est pas uniquement, me semble-t-il, à l'institution porteuse d'activités, de propositions, que cela revient. Il faut aussi qu'il y ait une valorisation, une reconnaissance sur les territoires même par l'ensemble des acteurs et notamment des acteurs politiques. Alors, ça ne résout pas toute la question. Après, il faut voir si la proposition que fait la MJC, telle ou telle MJC, va correspondre à une attente ou à une démarche de jeunes et lesquels et comment a été élaboré le programme. Mais déjà, la reconnaissance institutionnelle de la MJC comme un acteur éducatif me paraît être une des étapes de la réponse à votre question. Vous voulez nous en dire quelque chose? C'est vrai qu'un seul micro, vous allez... Oui, il faut courir. J'en présente surtout les parents, et nous sommes surpris effectivement par le fait que nos jeunes n'aient pas d'envie d'aller dans ces espaces. Sans doute parce que ça sonne pour eux comme une autre institution qui intervient dans leur adolescence. Peut-être une période où ils ont justement une envie plus forte de se détacher du monde des adultes, et que le local en lui-même. Alors, ce qui est efficace, effectivement, c'est lorsqu'on voit ces MJC utiliser les petits locaux qui ne sont pas leurs locaux officiels, badgés, voilà, dans les quartiers, dans les lieux, dans les rez-de-chaussée d'immeubles, notamment, voilà, tout près du lieu d'habitation. D'accord. C'est vrai que lorsque ces acteurs vont sur le terrain et vont vers les jeunes, ce qu'ils font évidemment la plupart du temps, mais les mairies s'interrogent toujours en disant on a construit une belle MJC, voilà, c'est tout neuf, pourquoi ils ne viennent pas? Et la mairie interroge les éducateurs en disant mais qu'est-ce que vous faites? Le bâtiment ne sert à rien, on va faire des congrès, des réunions, des adultes en fait, et on ne voit pas assez de jeunes. Et on voit les jeunes, et on va avoir des jeunes qui vont peut-être être les plus inclus, les plus proches de l'environnement adulte, mais dans cette notion de pair, sont les jeunes qui aussi sont peut-être parfois en rupture avec le reste, notamment les jeunes les plus éloignés qui s'éloignent le plus de ces injonctions éducatives. Ouais. C'est dommage, on n'a pas de jeunes aussi qui pourraient nous répondre. Ah, c'est vrai ça. Alors, je n'avais pas compris que vous interveniez en tant que parent. On va présenter les parents d'élèves de la CFE. Ouais. Césaire. Mais vous en dites encore beaucoup plus, hein. Peut-être pas besoin de micro pour ça, juste un mot. Il y a un très beau proverbe touareg qui dit « Ce qui se fait pour les gens, mais sans les gens, se fait parfois contre les gens ». Alors, je ne dirais pas que les élus que vous évoquez font des choses contre les jeunes, mais à l'évidence, il y a un savoir-faire en matière d'activités de loisirs éducatifs pour les jeunes aujourd'hui qui suppose de co-construire avec eux une proposition plutôt que de la décréter, de la balancer sur un territoire et de dire ces salauds de jeunes, ils n'en profitent même pas. Quand ils ne le détruisent pas. Parce qu'il arrive aussi qu'ils s'y reconnaissent si peu qu'ils viennent le détruire. Mais ça, c'est dans des cas extrêmes. Donc là de mon point de vue, il y a une démarche, il y a une méthodologie politique qui est un peu bancale dans ce que vous nous décrivez, et vous n'y êtes pour rien. C'est-à-dire, et les jeunes, et vos jeunes, vos enfants, n'y sont pas pour grand-chose non plus. S'ils n'ont pas été associés à la construction et à l'évolution permanente d'une proposition de loisirs éducatifs et culturels,
il aurait difficile de s'y retrouver et d'y prendre place. C'est pas du jeunisme que de le dire, en tout cas c'est une méthode qui mérite d'être interrogée. Le problème est renforcé lorsque les décisions disciplinaires des établissements, notamment dans les collèges, sont de dire tiens, tu n'es pas libre de porter, enfin, il y a un problème d'inclusion dans la collectivité, et donc on envoie les MJC pour faire des travaux d'intervention. En fait. Oui. Donc ça renforce. Alors je ne sais pas si l'école lutte contre l'éducation populaire, mais on finit par se poser la question. Oui. Et je pense que voilà, la MJC, c'est un peu la pilule pour les jeunes. C'est une pilule de plus qu'on va leur donner en disant tiens, c'est presque un dispositif médical. Donc non, c'est pas possible. Voilà, il y a le rôle de l'ensemble des acteurs des services sociaux aussi, qu'il faut qu'ils se questionnent sur cette posture de soins qui à cet âge-là, est peut-être plus difficile encore à faire entendre à nos jeunes. Pour leur bien-être, évidemment, parce qu'on est tous là par souci de leur bien-être et de leur capacité émancipatrice. Mais voilà. Il y a un certain nombre de postures, et les postures sont encore plus les jeunes sont encore plus sensibles, évidemment, à cet âge-là. Donc, nous, on se questionne beaucoup et on va bien avancer sur les postures de prescription en général. Sur cette partie d'éducation populaire qui est plus assez présente, je pense, qui est une grosse partie de la solution. Parce que l'école fait déjà, on le voit bien, elle fait déjà un maximum partout. Et on ne peut pas leur demander, c'est difficile de demander plus à les gens, on dit on ne peut pas, qu'est-ce que qu'on fasse, on a notre rôle, nos prérogatives, nos cadres, nos fonctionnements, nos règles, nos hiérarchies. Et voilà. Donc je pense que c'est cette partie d'éducation populaire est à travailler avec notamment les associations de parents de façon plus forte. Nous attendons pour avancer sur ce sujet. Merci. Je vais répondre. Et puis il y a une main qui s'est levée aussi là-bas, j'ai vu. Oui, merci beaucoup pour cette intervention. Une fois que vous avez développé, on a mieux compris votre point de vue. Je crois que ce que vous dites, ça interroge deux choses. Ça interroge d'une part les partenariats. Donc ici, on est tous concernés par ça. Et effectivement, de la même façon que, à mon sens, la coéducation parents professionnels de l'école ne peut pas être un phénomène qui intervient au moment de la crise, mais doit être quelque chose qui intervient de manière structurelle et systémique dès l'accueil du parent. Et de la même façon, à mon avis, le partenariat sur le quartier, entre par exemple l'école et les structures d'éducation populaire, ne peut pas être efficace si elle intervient en gestion de crise au moment, par exemple, où les élèves sont exclus ou sanctionnés. Donc effectivement, il y a vraiment à s'interroger sur des partenariats qui se construiraient, parce que je pense que ça existe, mais assez peu, dès le projet, au quotidien, dans la manière dont les choses peuvent se tisser, se mailler sur le territoire. Donc ça, c'est un point, à mon avis, qui est interrogé. Et puis ensuite, sur ce que vous avez dit sur effectivement l'initiative des jeunes et la manière dont ils sont effectivement attirés ou pas par ce qui se passe dans les murs, je voulais juste vous dire qu'il existe tout un courant qui s'appelle la pédagogie sociale et qui est un petit peu dans la veine finalement des grands penseurs de l'éducation nouvelle. Ces penseurs-là, ces pédagogues nous ont dit beaucoup de choses à l'intérieur de l'école, comme Freinet ou Montessori par exemple, mais d'autres, comme notamment Kordiak ou Pestalozzi, ont beaucoup réfléchi à l'éducation hors les murs. Et il y a actuellement un certain nombre d'associations sur le territoire qui travaillent à la pédagogie, effectivement, l'éducation populaire hors les murs, en allant au pied des tours, dans les quartiers, etc., installer du matériel et travailler directement avec les enfants et les jeunes. Alors ce qu'ils disent, ces acteurs-là, c'est qu'effectivement, dans un premier temps, ça marche mieux avec les jeunes enfants, par exemple ceux qui ne vont pas encore à l'école, et puis avec leurs parents, puis avec les plus grands aussi qui sont souvent preneurs de plein d'activités. Et puis les adolescents, ils tournent un peu autour, ils gravitent, et puis à un moment donné, le lien de confiance se tisse et ils peuvent venir. Mais c'est des choses qui sont longues, c'est pas des choses qui peuvent se construire du jour au lendemain avec une proposition qui déboule comme ça. C'est des personnes qui sont présentes sur le territoire et qui disent, ben voilà, moi je viens tous les jeudis matins, je suis là au pied de la tour, qu'il pleuve, qu'il vente, que ce soit l'hiver ou l'été, et à force, on finit par se faire connaître. C'est des choses que connaissent bien aussi les éducateurs de rue, en termes de pratique. Peut-être très rapidement, parce que quelqu'un voulait intervenir aussi, je vais faire l'avocat du diable des collèges
qui font appel à des dispositifs. Alors moi, je les connais à Paris parce que je suis parisien, personne n'est parfait, et très impliqué dans le mouvement des centres sociaux et culturels. Et nous utilisons, à la demande du rectorat de Paris, un dispositif dont je ne me rappelle jamais le nom, mais qui en gros permet de constituer une alternative à des exclusions temporaires de collégiens qui ont des problèmes. C'est ça. Et j'arrive jamais à m'en souvenir, je ne sais pas pourquoi, mais parce que je trouve que c'est à mon avis, responsabilisation n'est pas le mot qui décrit ce qui se passe. Il se passe autre chose qui n'est pas inintéressant. Alors là, je fais l'avocat du diable justement parce que ça relève de la prescription, d'une certaine façon. C'est prescrit aux jeunes et à ses parents. Bon, il faut qu'ils y adhèrent. Et nous, dans les centres sociaux et culturels parisiens, on reçoit certains de ces jeunes avec le mandat que nous acceptons aussi, de leur proposer de s'intégrer dans des activités en tant que bénévoles et de leur faire découvrir ces activités. Et ça peut être par exemple des ateliers sociolinguistiques avec des parents ou des adultes non francophones, etc. Ou bien d'autres activités en tant que bénévoles. Et ce qu'on constate, c'est que, à condition que l'accueil soit bienveillant, alors on va retrouver toute l'accueil, la formation, le dialogue et ensuite l'application. Et bien l'application est possible de ces jeunes qui, à l'issue de la mesure, gardent le contact avec nous, avec nos équipes, et ont découvert là qu'ils pouvaient s'investir de façon relativement positive à leurs yeux et aux yeux de leurs proches en tant que bénévoles dans des activités collectives. Voilà, je voulais juste dire ça parce que la prescription peut fonctionner à cet âge-là si elle est bienveillante et si elle débouche aussi sur un projet qui va valoriser le jeune et lui permettre de découvrir en lui des compétences qu'il ignorait. Et moyennant quoi, on peut, me semble-t-il, avancer dans ce cadre-là. C'était par rapport à la question du monsieur tout à l'heure. Je travaille à la MJC de Bon et c'est quelque chose qu'on a remarqué énormément. On a un gap d'âge à partir d'environ 7 ans et ensuite on passe directement à la portion adulte. Entre les deux, on a absolument vraiment très peu d'adhérents et c'est surtout sur tout ce qui est musique, mais tout ce qui est art ou sport comme ça, les jeunes pas de mon âge, parce que je suis quand même un petit peu plus vieille que ça, tout ce qui est entre 13 et 17 ans, on n'a pas du tout à la MJC. Garçons et filles ? Garçons et filles. C'est ce laps d'âge, on ne les a pas du tout. On essaye de les toucher, sauf que ça ne fonctionne pas. On peut les toucher aussi. J'avais une question, plutôt vous parliez tout à l'heure de votre capacité à avoir lié votre vie personnelle et votre vie professionnelle, et on parlait tout à l'heure de confusion des rôles. Je m'interroge vraiment sur la possibilité de pouvoir être à la fois un parent et un professionnel, et d'être reconnu en tant que tel. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais souvent j'ai observé, pas que dans mon expérience personnelle, que vis-à-vis du monde médical, souvent le parent, la mère est souvent le moins bien entendu, le moins bien placé, peut-être même disqualifié de par le fait qu'il est le parent. Et j'ai cette même perception, sensation, pas pour moi, mais pour les parents qui m'entourent et qui accompagnent, que c'est un peu la même chose dans le cadre éducatif, que ce soit par rapport aux enseignants ou par rapport aux travailleurs sociaux. Le fait d'être un parent, c'est une sorte d'effacement des autres compétences. Où du coup, puisqu'on est le parent, on est d'ores et déjà par cette place dans la vie de l'enfant comme disqualifié par rapport au regard des professionnels extérieurs, comme si le fait d'être un parent nous mettait dans la capacité d'être objectif. Voilà. J'ai entendu... j'ai fait mon mémoire de sociologie sur le travail de l'école en dehors de l'école. À l'époque, c'était M. Gassman qui était mon tuteur. Et donc, j'ai travaillé sur l'école à la maison, entre autres sur la pratique de l'école à la maison, de quelle est cette population qui fait l'école à la maison en France. Donc, je les ai interrogés, je me suis immergée dedans, j'ai pratiqué moi-même avec mes enfants. Et face à l'inspection académique, l'inspecteur
qui venait à la maison. Pendant les 8 années successives où il est passé, il y avait un échange assez cordial avec lui et des écrits qui étaient très discriminants. Lorsque mes enfants ont réintégré entre autres le collège, on est venu me voir pour le deuxième, qui s'est fait virer de 3 collèges successifs, en me disant Madame, on ne sait pas faire avec votre enfant, on ne sait pas faire. Et je me suis retrouvée à me mettre en colère en disant attendez, pendant 8 années successives, on m'a dit qu'en tant que parent, je ne pouvais pas avoir ce rôle de pouvoir enseigner ou transmettre, ou du moins mettre mes enfants en lien avec des transmetteurs de savoir, parce que c'était plutôt ce qui se passait, parce que j'étais un parent, parce que j'étais son parent. Et vous, maintenant, les professionnels, qui n'avaient donc pas de lien autre, venez vous dire votre difficulté, parfois votre incompétence à savoir le prendre, à savoir quoi faire avec, en vous tournant vers moi. Et je vois les mêmes difficultés avec, je fais beaucoup d'analyse de la pratique avec les assistances maternelles, métier très complexe, dans lequel elles me disent, mais les parents ils viennent me dire comment vous faites avec notre gamin, parce que nous on ne sait pas faire avec. Dites-nous comment vous faites, avec vous ça marche, avec nous ça ne marche pas. Et elles sont quelque part extrêmement touchées de cette reconnaissance de leur valeur professionnelle. Et pour la plupart, elles font quand même le lien avec leur expérience de parents avec leurs propres enfants dans la pratique de leur métier. Elles ont un peu appris à être accompagnantes de tout petit, déjà avec leur premier tout petit à elles. Et je me demande de quelle manière et comment est-ce qu'il est possible pour un parent, face à un professionnel avec qui peut-être il partage le même domaine de compétences, de pouvoir forcer quelque part la reconnaissance de ses compétences sans que le fait d'être le parent le disqualifie d'entrée de jeu. C'est vraiment, vous l'avez souligné, j'ai trouvé ça très pertinent, de quelle manière vous avez réussi, de quelle manière, de quelle façon le parent peut verbaliser, dire en quoi sa place de parent ne le disqualifie pas et que ses compétences professionnelles, son objectivité professionnelle demeure même vis-à-vis de son propre enfant. Est-ce que vous auriez pas pour moi, mais pour les parents que j'accompagne. Oui, alors vous avez abordé beaucoup de choses très complexes avec votre témoignage. Si on l'enregistrait, on pourrait faire une journée de formation parce qu'il y a énormément de questions que vous avez abordées. Simplement sur l'histoire effectivement de la posture personnelle, lorsqu'on est déjà en tant que professionnel, quand on est professionnel d'éducation et qu'on est parent, ou bien quand on n'a pas d'enfant, comme je disais, on est ex-enfant. Hein. Effectivement, moi je l'ai dit tout à l'heure, moi c'est ce qui m'a sauvée, c'est-à-dire que je sentais qu'en fait, en cultivant le clivage comme source d'efficacité professionnelle, moi ça me rendait dingue en fait. Donc du coup, personnellement, c'est ce qui m'a unifiée, de m'autoriser à me dire, ben voilà, quand je suis parent et que je suis face à un professionnel, je ne nie pas le fait que j'ai des compétences pour mieux comprendre ce qui se passe par exemple, et quand je suis professionnelle, je me souviens de ce que je ressens en tant que parent. Effectivement, par contre, ne pas être dans la confusion des rôles, c'est se souvenir que chacun de ces rôles, parents et professionnels, sont 2 rôles différents, avec 2 missions différentes, et notamment, une des grosses différences, c'est la question objectivité-subjectivité. Et bien sûr que le parent ne peut pas être objectif, on ne lui demande pas d'être objectif. Pour le parent, l'enfant est au centre de son monde, l'enfant il est avec un lien affectif, c'est la prunelle de ses yeux, ben oui, c'est normal. Donc pour moi, c'est d'autoriser le parent à être dans ce point de vue objectif, et par contre de se forcer en tant que professionnel dans un point de vue subjectif et dans un point de vue plus objectif. Bien que le professionnel a ses choix, ses références, ses critères, etc., qu'il peut assumer, mais il est quand même dans son expertise professionnelle. Voilà, je crois que c'est ça. Après, simplement donner l'expérience que j'ai en tant qu'enseignante, d'avoir pratiqué des entretiens individuels systématiques avec les parents en début d'année, hors de tout enjeu d'évaluation. Et du coup, de m'adresser aux parents en leur disant, donc la question que je formulais, en tout cas à la fin, c'était « Qu'est-ce que vous souhaitez que je sache qui puisse me permettre de mieux accompagner votre enfant ?» Et du coup, en donnant la balle comme ça du côté de l'expertise parentale, parce que quand on est enseignant en petite section, le parent, il a vu son enfant naître. Il a vu son enfant naître il n'y a pas si longtemps. Et donc, il a des choses à nous dire qui vont nous permettre de mieux accompagner cet enfant qui est encore très jeune dans sa première expérience scolaire. Mais là, ça peut tout à fait se transposer à l'adolescence. Un parent d'un adolescent, bien sûr qu'il a une expertise et qu'il sait des choses qu'aucun enseignant ne sait, et qu'il peut ou pas souhaiter dire. Et donc, du coup, en renvoyant la balle sur cette expertise parentale, sans faire croire que c'est la même expertise, mais en disant « vous avez des choses à m'apporter », et en donnant la parole d'abord, voilà, c'est une des clés. 3 petits points rapidement, parce que c'est vrai que votre intervention est très riche, c'est plus une intervention qu'une question d'ailleurs. Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, s'agissant des adolescents.
Ce qui peut aussi rapprocher parents et professionnels, c'est ce que j'appelais l'estime qu'on porte à sa propre adolescence. Mine de rien, à ces âges-là, ça peut être intéressant d'interroger, ou que chacun, parent, professionnel, s'interroge sur quel rapport il a avec sa propre adolescence. Parce que c'est une période éventuellement où le choix a été fait de devenir ce que l'on est à l'âge adulte. Donc c'est pas inintéressant de s'y arrêter. Après, ça se décrète pas, mais avoir ça en tête. Le deuxième point, c'est que vous vous rappelez peut-être, c'est pas complètement clos, mais c'était très visible au moment de tous les débats sur la réforme des rythmes éducatifs et scolaires. On a pris conscience qu'il y avait en gros 3 catégories d'acteurs en présence. Les familles, parents et enfants, et d'ailleurs au sein des familles, parents et enfants pouvaient avoir des points de vue différents sur les rythmes de vie souhaitables. Les enseignants, et puis des gens qu'on n'avait pas vus ou beaucoup entendus jusqu'à présent, qui étaient les animateurs des temps dits périscolaires ou extrascolaires. Ce n'est pas plus péris autour de l'école ou à l'extérieur de l'école qu'autour de la famille ou à l'extérieur de la famille. Enfin, on les appelle périscolaires ou extrascolaires par une vieille tentation de scolarocentrisme que j'ai déjà évoquée. Bref, 3 catégories d'acteurs. Et moi, ce qui m'a paru intéressant, c'est que bon, les débats ont été vifs, parfois violents. J'ai pu assister à certains d'entre eux. J'étais assez sidéré que les enfants puissent voir des adultes se comporter comme ils se comportaient au sujet de ces rythmes qui étaient les leurs, au fond. Mais bref. J'ai interrogé la notion de dialogue sur le titre de la journée aujourd'hui, et j'y reviens parce que ce qui m'a semblé intéressant à ce moment-là, c'est qu'il y avait une ouverture vers un trilogue. Pendant quelque temps, les animateurs, les enseignants et les parents ont été amenés à se reconsidérer les uns les autres. On n'avait pas perçu que les animateurs étaient des gens importants dans la vie des enfants. Les enfants l'ont signalé. Du coup, les parents qui avaient tendance à considérer les animateurs comme étant les gestionnaires d'une garderie bien commode ont commencé à s'intéresser à ce qui se passait là, et dont leurs enfants leur parlaient. Les enseignants qui souvent n'avaient pas d'échanges ou des échanges très hiérarchisés, enfin avec une certaine condescendance à l'égard des animateurs qui trouvaient mal formés, mal polis et avec un mauvais vocabulaire, on commençait à réaliser qu'il y avait quand même là des acteurs éducatifs qui comptaient. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on sort du dialogue, avec tous les inconvénients que vous avez évoqués, qui sont vertigineux, et qu'on s'ouvre à des possibilités de triangulation des échanges entre l'éducation, alors là, on voit des nouveaux jeux, des nouvelles postures et des nouvelles alliances qui se manifestent. Et ayez-le en tête, ne serait-ce que pour les gens auxquels vous vous adressez. Quels sont leurs alliés possibles pour ne pas être en face à face, ou parfois en dos à dos, qu'on n'arrive pas à s'entendre, à se parler, mais être dans des côte à côte de circonstances qui vont permettre d'ouvrir le jeu éducatif et des identifications mutuelles. Puis le troisième point, mais ça je ne vais pas m'appesantir, j'aurais vous dire qu'en tant que médecin, on ne m'a jamais appris en faculté de médecine à considérer que les parents étaient les principaux soignants de leurs enfants. Mais dès que vous êtes en situation, comme moi je l'ai été, j'étais responsable de service, mais je me suis surtout intéressé aux consultations ambulatoires de quartier. Donc les parents arrivent et 1 heure après ils repartent. Et on sait que c'est eux qui vont avoir tout le travail d'accompagnement, de suivi, d'interprétation, de préoccupation, etc., qui va déterminer l'évolution de leur enfant. Donc, on a besoin en effet de savoir ce qu'ils savent, parce qu'ils en savent beaucoup plus sur leur enfant, ne serait-ce que lorsqu'il faut évaluer la douleur de l'enfant, les parents savent bien mieux que n'importe qui quel est le degré de douleur qui fait alerte. Et puis ensuite, quand on a compris ce qu'ils savent et qu'on s'en est servi avec notre propre savoir académique, eh bien, on a besoin d'eux pour qu'un projet de soins se mette en place et soit assuré sur la durée. Donc, je ne peux pas parler de l'éducation, enfin en tout cas de l'enseignement. Je n'ai que l'expérience d'avoir accompagné mes enfants dans l'épreuve de leurs devoirs scolaires.
Et où d'un seul coup, la logique de l'école fait intrusion à la maison et ça devient terrifiant et dangereux. S'agissant des soins que j'ai pratiqués, moi je peux vous dire que sans les parents, j'aurais jamais pu soigner les enfants comme je l'ai fait. Mais on ne me l'a pas appris à la faculté de médecine, j'ai dû le découvrir moi-même. Une dernière petite question. Je vous ai, dans l'introduction de votre partie 3, mais la question s'adresse à vous deux, c'est la santé et l'éducation se renforcent pour une santé globale. Ma question est donc, qu'est-ce que vous entendez par santé globale? C'est la question de la fin. Donc, je ne sais pas combien de temps pour répondre. Je pourrais botter en touche en renvoyant à la définition de l'Organisation mondiale de la santé. C'est ça que vous voulez comme réponse? Non, on peut le redire. C'est-à-dire que c'est 1946, hein, c'est la santé, c'est... Hein? C'est 86. C'est la charte d'Ottawa. Oui. Mais dès la création de l'OMS, je crois l'idée c'est la santé n'est pas uniquement l'absence de maladie, mais c'est un état de bien-être physique, mental et social. Ouais. Donc on peut dire que c'est ça la santé globale. Et donc finalement, comment on intègre l'éducation là-dedans? Il y a une construction dont moi j'ai dit qu'elle avait à voir avec les expériences de vie et dont j'ai dit qu'à l'adolescence elle a une dimension d'élaboration collective qu'il ne faut pas négliger parce que c'est là où elle trouve son efficacité. La santé, alors on va revenir sur la question des MJC. Moi, je me suis beaucoup occupé d'éducation au bon usage du médicament, par exemple, une période de ma vie. Et du coup, je me suis intéressé aux méthodes d'éducation pour la santé. Et j'ai acquis la conviction, c'est comme pour les programmes des MJC, hein, qu'une bonne méthodologie en matière d'éducation pour la santé, elle part des représentations que les jeunes ont de leur propre corps, de leur propre santé, de leur propre bien-être, etc. Et qu'à partir de là, on va pouvoir, avec une stratégie éducative, identifier un certain nombre de comportements, sélectionner et valoriser un certain nombre de comportements qui, d'un point de vue là aussi académique, sont bénéfiques à la santé. Mais on va pouvoir aussi partir des pratiques et des représentations. Je vous disais, et on va conclure là-dessus peut-être parce que sinon c'est très vaste, mais je me suis beaucoup intéressé au bon usage des médicaments. Et j'ai participé à une étude qui avait été réalisée dans plusieurs collèges et lycées des Hauts-de-Seine dans les années 90, et où on s'était rendu compte que les médicaments que les jeunes consommaient le plus spontanément, en autoprescription, alors on s'attendait à des trucs dramatiques, les psychotropes, les somnifères, pas du tout, les antidouleurs. Les antidouleurs parce qu'ils ont un spectre généraliste, aussi bien pour les règles douloureuses que pour les maux de tête, les maux de dos, le mal-être. Et donc si on voulait faire une campagne au bon usage des médicaments impliquant les médecins et les infirmiers scolaires, on ne pouvait le faire qu'en tenant compte de cette pratique des jeunes qui les amenait à considérer que les antidouleurs, c'est bon pour toutes les douleurs, y compris les douleurs psychiques ou les existentielles. Voilà. Pour moi, une approche de santé globale, elle s'intéresse au point de vue, aux pratiques, aux représentations de leurs destinataires, de façon à ce qu'ils soient des coproducteurs de l'efficacité de la politique de santé globale abordée sur une base éducative. Il faut s'arrêter. Hein. Oui, c'est malheureusement l'heure d'arrêter les questions. Merci en tout cas pour vos réponses. C'est maintenant l'heure de faire une courte pause avant de se retrouver en atelier. Du coup, tu vas te balader entre les trois sous plénières. Je l'ai dans les ateliers, oui, j'ai écouté. Ici.
C'est pas en cours. sur les conflits. Et puis les deux autres Dis-moi, je conteneurs me trompe ou bien seront dans au le rez-de-chaussée. PowerPoint que tu as présenté Dans les à salles Saint-Etienne, tu as fait vertes, finalement il y a repris deux l'idée de la mise en garnis. commun. Donc il y a un fléchage. Oui. Hein, c'est ça, hein? Oui, j'ai changé, oui, oui. J'ai oublié de te le dire, mais ça m'était... Là, par contre, je suis pas repris de définition quand je vais payer sur Mais c'est vraiment très intéressant. Derrière les mots, Et les sous-plénières commencent à 11h45. Voilà. il y a un petit truc qui m'embête. Bon, on a tenu à peu près le... Ça va, très bien. C'est bon? Oui, oui. À 5 minutes près. À 5 minutes près? Merci pour votre réponse. Je suis maître de conférence à l'université. Je développe des projets de promotion, approche promotrice de la santé selon la charte d'Ottawa 7, mais qui s'appelle promotion et éducation pour la santé. Et à ce titre, les étudiants sont évalués sur le montage, mais vraiment le montage, la conception d'un projet en approche promotrice de la santé, donc pas forcément éducative. Et il y a un groupe d'étudiants qui a développé, qui est allé, parce que je leur demande, le projet c'est du terrain, et donc ils sont allés au lycée Schulcher sur le plateau de la Duchesse. C'est justement pour la communication